nous étions en train d'évoquer tout de suite avant la pause cette arrivée donc, de vaccins au niveau du Ghana, le vaccin, 600 000 doses de vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX, Crisega. Donc pour vous, on ne peut pas aujourd'hui, en parlant des big pharma, croire qu'ils vont faire de l'altruisme. Hein. Et pas du tout, parce que là, nous sommes en plein dans le monde des affaires, et je crois que nous l'avons déjà dit sur ce plateau. Mais c'est de la santé dont il s'agit. Oui, c'est de la santé, mais c'est nous qui le disons. Et la santé, on ne peut pas produire ou donner des vaccins, par exemple, au Togo, pour les beaux yeux, peut-être par exemple de son président, ou bien de je ne sais qui, ou bien... On ne peut pas le faire ainsi, parce qu'il faut investir. Je crois que, mon frère Anani Sossou l'a dit tout à l'heure, la recherche fondamentale, et même la recherche appliquée, on a besoin de l'argent, de beaucoup d'argent pour faire de la recherche. Et puis, il faut commencer en amont. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est comme si... là, vous investissez et vous ne savez pas très bien si un jour il y aura retour sur investissement. Vous le faites quand même parce que il faut toujours se prémunir contre les éventualités. Et je crois que c'est dans ce sens que la recherche coûte cher parce qu'on n'est pas sûr de ce que l'on peut trouver, on n'est pas sûr que ce qu'on va trouver va servir à éponger les dettes qu'on a acquises lorsqu'on était dans cette recherche-là. Donc je crois qu'en Afrique, il faut qu'on le dise, nous devons apprendre de l'histoire et nous devons surtout sortir de l'illusion comme quoi l'Europe peut être à notre chevet tout le temps. Parce que, je l'avais dit sur ce plateau, quand les Européens ont fait, ou bien les Américains ont amené le plan Marshall en Asie sud-ouest pour produire des dragons que nous connaissons aujourd'hui, et les Américains se sont rendus compte qu'ils sont devenus des concurrents sérieux aujourd'hui à l'international. Ils produisent les mêmes biens qu'ils produisent, ils produisent tout ce que les Occidentaux produisent, et puis ils n'ont pas l'intention de reproduire encore le même schéma de développement dans un autre pays, fût-il un pays africain. Donc il faut que les Africains apprennent de cette histoire qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Nous sommes dans les relations internationales, il n'y a pas de pitié, on ne peut pas dire que ceux-là sont au chevet de l'Afrique pour que l'Afrique produise, pour l'Afrique devienne une concurrente et qui produit les mêmes biens que les Occidentaux produisent. Et bien, tout à l'heure, on a dit qu'on ne veut pas verser dans le complotisme pour dire que, en principe, les Occidentaux ne voudraient pas que l'Afrique se développe. Mais qui voudrait que notre concurrent sorte de tête comme ça pour se mettre en face de lui? Il faut que nous apprenions de l'histoire. Même quand on parle de la santé, rien n'est gratuit dans la santé. Et vous comprenez très bien que c'est le médicament, c'est le vaccin qui ne marche pas très bien, qu'on envoie au Ghana. Et ce qui me paraît préoccupant, c'est que le Ghana est attendu, le Ghana tel que nous le connaissons, ce Ghana-là est attendu pour autant de la mer recevoir 600 000 doses. 600 000 doses en face du chantier sanitaire que nous avons, 600 000 doses. Et 600 000 doses de quel vaccin? 600 000 doses d'un vaccin qui est décrié, de 20 millions d'habitants. De 20 millions d'habitants. Mais je voulais quand même, si tu le permets, 30 millions plutôt, si tu le permets, Samuel, je voulais quand même revenir sur le fait que Chris disait que c'est le vaccin qui ne marche pas, qu'on envoie en Afrique. Moi, je n'irai pas jusque-là, puisque quand l'Afrique du Sud avait rejeté l'AstraZeneca qui était efficace seulement à 23%. Oui, à 23%. Les Big Pharma avaient affirmé, je me rappelle bien que c'est parce que il n'y avait pas les variants. Oui. Il n'y avait pas les variants sud-africains à l'époque, c'est pour ça que... Donc c'est à cause des variants qu'on a que l'Afrique du Sud a dû rejeter AstraZeneca. Mais je voulais préciser... Et le variant sud-africain a été découvert au Ghana. Donc je voulais quand même préciser une chose, soyons quand même sérieux. C'est la science, ou bien les Occidentaux, qui nous ont toujours dit que pour mettre un vaccin sur le marché, il faut au moins 10 ans. Parce qu'il faut passer, comme la science le dit, il faut passer par des étapes d'expérimentation, et que les découvertes soient corroborées par d'autres découvertes pour que le vaccin puisse être mis sur le marché. Mais on a remarqué quand même que la précipitation dans laquelle ces vaccins ont été mis sur le marché, est-ce que ces vaccins ont échappé à des contre-expériences? Est-ce qu'on connaît les effets indésirables? Et je disais tout à l'heure dans l'introduction que nous vivons sous les tropiques. Nous avons d'autres réalités au niveau de l'environnement, au niveau même de la morphologie de notre corps. Est-ce que
on a essayé de tester ces vaccins pour prouver leur efficacité, pour que ça soit injecté à grande dose sur des populations africaines l'Afrique quand même c'est à plus d'1 milliard d'habitants, pour que ces vaccins soient inoculés à des gens sur notre continent. Donc c'est là où il y a la problématique chez moi. Parce que si même il y a un variant, on devrait attendre, puisque dès le départ, on a dit qu'il y a plusieurs souches du SRAS, du Covid. Il y a plusieurs souches. Pourquoi on n'a pas attendu autant pour faire toutes les expérimentations, pour mettre des vaccins au point, pour que l'Afrique du Sud soit... Il y a eu une urgence, puisque le virus circulait... Mais il y avait eu des urgences, il y avait eu des urgences même dans l'histoire même de l'Europe. Avec la peste, ils ont mis du temps pour mettre sur le marché un vaccin contre la peste. En Afrique, il y a le paludisme, il y a le sida. Ça fait 30 ans qu'on fait des recherches pour un vaccin contre le sida qu'on n'en a pas trouvé. Ça fait déjà depuis les années 70 qu'on fait des recherches sur le paludisme. Et jusqu'à ce jour, aucun vaccin n'a été découvert. Pourquoi alors, du coup, un virus qui est en perpétuelle mutation, on essaie de trouver rapidement un vaccin qu'on met à la disposition sans tenir compte du climat. Parce que n'oublions pas que tout vaccin, pour inoculer tout vaccin, pour mettre tout vaccin à disposition, il faut tenir compte de l'environnement, du climat. Non, on n'a pas vu tout ça. Et puis on met AstraZeneca, que le Togo d'ailleurs a commandé, qui seront réceptionnés la semaine prochaine, ou bien demain vendredi, qui seront réceptionnés. Mais est-ce qu'on a tenu compte de tous ces paramètres? Je ne veux pas paraître sur le plateau ici comme un complotiste, mais je m'interroge. Ce sont des raisonnements logiques, et ce sont des questionnements scientifiques qu'on doit essayer de voir de près. Au niveau du Ghana, par exemple, le président Nana Akufo-Addo, je rappelle qu'il a 80 ans, il sera le premier citoyen à être vacciné. C'est pas grave, il a 80 ans, même si là il fait indésirable, c'est pas grave. Il a vécu. De toute façon, on ne sait pas trop ce qu'on leur inocule, hein, la télé là. Des expériences, enfin, des statistiques montrent que même au sein du corps médical, il y a beaucoup de doutes. Je parle du Ghana, il y a beaucoup de doutes par rapport à ce vaccin. Donc, qu'on ait le vaccin, c'est une chose, qu'on puisse rassurer la population. Parce que moi, je me suis toujours interrogé ici pour savoir, est-ce que nous avons des laboratoires de contre-expertise sur le continent pour qu'ils nous disent la composition, les effets et tout, c'est bon? On ne sait pas trop. On répète juste ce que les scientifiques occidentaux ont répété. Ça aussi, ça va être la grosse difficulté. Oui, donc c'est là où vont intervenir nos scientifiques que nous avons sur le continent africain. Donc c'est là où nous allons voir leur efficacité, leur ingéniosité. C'est vrai, sur votre question par rapport à la base, donc ça fait allusion. Nous n'avons pas des laboratoires comme en Europe, mais je crois qu'en tant que scientifiques aussi, ils ont leur mot à dire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui entourent le fait même de développer si rapidement un vaccin et que ce vaccin est comme destination. 6 mois pour développer le vaccin pour un virus qu'on nous disait dès le départ qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne connaissait pas tout du virus, et puis 6 mois patatras, on sort un vaccin. Oui, dans une certaine mesure, mais je ne voudrais pas être pessimiste ni alarmiste pour dire en fait la pandémie à la Covid-19 a surpris aussi bien les Européens, les Occidentaux que les Africains. Et vous savez, même sur le continent africain au moins, Innocent parlait de la morphologie de notre composition, de l'acclimatation du continent africain. Ça, ce sont des aspects qui sont très importants. Et vous verrez qu'au début, au début même de la manifestation de la Covid-19, même des médias internationaux s'étaient interrogés pourquoi est-ce que le continent africain n'est pas si vite atteint. Donc, c'est si vite atteint parce qu'on pensait que nous n'avons pas des infrastructures adéquates. Donc, si le virus arrivait en Afrique, mais ils oublient également que nous avons des richesses naturelles. Donc, c'est des richesses qui ont protégé les Africains à un temps soit peu. Maintenant, lorsque nous revenons à ce vaccin, c'est vrai, toutes les critiques valent la peine, mais du moment où nous n'avons pu rien développer ou bien nos États n'ont investi dans rien et nos États n'ont pas donné les moyens, même à nos scientifiques qui pouvaient faire chemin avec nos tradis praticiens pour développer quelque chose sur le continent africain. Donc là, nous serons toujours dépendants. Il nous en souvient également que
dès le début même de cette pandémie, le fait même qu'en Afrique, on ait eu cette propension à utiliser des masques à base de tissu, les mêmes occidentaux, bien les mêmes, entre parenthèses, colons, nous ont dit que ce n'est pas efficace. Mais quelques semaines après, ce sont eux qui ont plutôt adopté cela parce qu'ils faisaient face à une pénurie de masques chirurgicaux. Donc, et à un certain moment, si vous allez aujourd'hui en Europe, vous allez les voir. Ce sont nos masques à base de tissu. Ils vont même dans les designs. Donc, on encourage les artisans, les designers. Donc c'est pour dire que nous devons nous interroger sur le continent africain. Mais lorsque nous végétons dans une dépendance, la dépendance, ce n'est pas les résultats ou bien la combinaison de nos efforts, de vous et moi, mais il va falloir qu'il y ait une prise disons, de responsabilité, une prise de conscience à un niveau plus élevé, que nos chefs d'État puissent s'imposer, que l'Union africaine puisse s'imposer. Mais lorsque nous sommes toujours dans la phase des gens qui réceptionnent, qui reçoivent, entre parenthèses, des instructions. Et vous verrez également, au-delà de toutes les critiques sur le vaccin AstraZeneca, vous verrez, disons, cette communion, ce mouvement d'ensemble qui est fait par rapport parce que le blanc a dit, c'est ça qu'on va vous donner. Donc le langage a même changé au niveau de nos responsables. Donc c'est comme si c'est la manne et autres. Mais ce que nous oublions également, et je crois que Chris Segal a touché un peu, même si mon cher ami Innocent ne voudrait pas qu'on parle de générosité, mais il ne faudrait pas également qu'on pense que les Occidentaux nous font des dons. Et les laboratoires, les big pharma ne s'investissent jamais dans le bénévolat. Donc ce sont des bénéfices. On peut beau dire que en matière de santé, eux, ils veulent encore des bénéfices. Oui, ils veulent des bénéfices. Et ils sont, c'est comme le commerce. Donc ils sortent quelque chose. Donc ils vont vouloir un temps soit peu avoir des bénéfices. Et c'est ça qui fait leur force. Donc ne nous attendons pas à des dons. Certes, ça, ce sont des coups d'éclat. Le Ghana a reçu 600 000 doses de vaccins. Donc là, vous verrez comment les médias occidentaux vont faire beaucoup plus de publicité autour de cela. Donc, c'est dire que nous sommes les misérables de la surface, mais alors que nous avons des richesses. Si nos États n'investissent pas dans les recherches, voilà le schéma, voilà la face qu'on présentera toujours de l'Afrique. On va continuer maintenant avec le deuxième sujet, c'est le Niger. Nous allons parler là-bas de la présidentielle. Selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, c'est le candidat du PNDS, le parti au pouvoir, qui arrive en tête de ce scrutin avec 55,75% des suffrages. Ces résultats sont contestés par son principal rival, Maman Ousmane, ancien président, qui a été crédité par la CENI de 44,25%. Maman Ousmane parle de hold-up électoral. Selon lui, il aurait remporté la présidentielle avec 50,3% des voix. Il évoque il explique ses résultats sur la base des compilations des procès-verbaux envoyés par les délégués présents dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Il fallait s'y attendre, Anani Sossou, à ce genre de scénario au Niger. Bon, puis il n'y a plus rien qui m'étonne en Afrique en matière d'élection. Donc, sur ce continent, dès qu'il y a élection, il y a toujours contestation. Le précédent qu'on connaît, c'est le Ghana, qui nous a démontré tout ce qu'il y a eu comme farce électorale. Ceci étant dit, je crois quand même que déjà au premier tour, Mohamed Bazoum était largement en tête, avait devancé. Et 39% des voix. Et ce qui était encore à son avantage au deuxième tour, c'est que il avait le soutien de celui qui était arrivé deuxième et en troisième position. Troisième et quatrième. Troisième et quatrième position. Donc, n'oublions pas que ce report des voix est très important pour le faire gagner. L'autre aspect que je voulais soulever aussi, c'est que le Niger n'est pas un pays sécurisé, où on a eu à ne pas compiler les résultats dans certaines zones. N'oubliez pas que le corps, le personnel de la Commission électorale nationale indépendante a subi des attaques où il y a eu 7 morts sur une explosion de mine, leur voiture qui a explosé. Donc il y a certaines zones qui étaient des zones de nord-droit où les compilations des résultats ne sont pas arriver à Niamey. Néanmoins, je crois quand même que
Mahaman Ousmane n'est pas en mesure de dire aujourd'hui qu'il a gagné les élections. Parce que moi, je passe sur un plan purement arithmétique. Celui qui est premier, au premier tour, qu'il a devancé avec un grand écart, de 22 points. De 22 points, qui a ensuite le soutien du 3e et du 4e, avec ces reports de voix, il est quand même clair dès le départ. Moi, je me disais dans une de mes analyses déjà que les dés sont déjà pipés et qu'il n'y aura pas un tel sursaut qui sera fait par les Nigériens pour porter leur voix sur le premier président démocratiquement élu du Niger, à savoir Mahaman Ousmane en 1993. On a déjà vu un scénario pareil en Guinée, vous vous rappelez 2010. Le deuxième, 18%, avait battu le premier, 44%. Oui, mais je n'en disconviens pas, mais les réalités ne sont pas les mêmes. N'oublions pas quand même que Mohamed Bazoum, il a été le ministre des Affaires étrangères ministre de l'Intérieur également, et qu'il avait un crédit qui était à son actif déjà au niveau de la population. Ce qui m'a fait un peu mal dans ce débat, c'est que quand j'ai été sur les plateformes nigériennes, le procès qui est fait à Bazoum, c'est qu'il serait libyen. Il ne serait pas nigérien. Il ne serait pas nigérien, il serait de la minorité arabophone, etc. Moi, je ne comprends pas pourquoi sur notre continent, alors que nous sommes tous africains, nous sommes tous noirs, on puisse dire à des gens qui sont nés dans des pays qui ont acquis la nationalité ou bien qui ont exercé les plus hautes fonctions de l'État, qu'on leur dise à un moment donné, lors de la campagne présidentielle, qu'ils ne sont pas des Nigériens ou bien qu'ils ne sont pas de ce pays ou bien qu'ils ont vécu à l'extérieur autant d'années, donc ils n'ont plus droit à leur nationalité ou bien ils n'ont plus droit de postuler à des postes électifs jusqu'au poste suprême. Je ne comprends pas pourquoi le camp adverse, le camp de l'opposition a transformé cette campagne-là en un procès de nationalité de Bazoum. C'est quand même malsain. Donc il faut reconnaître que sur le plan arithmétique, si on veut se tenir à l'arithmétique, comment dire, arithmétiquement parlant, si arithmétiquement parlant, Bazoum avait toutes les chances d'être élu. Ces gars, Mahaman Ousmane avance quand même des arguments de fraude. Il cite des irrégularités dans plusieurs régions, notamment Tawa. Il parle d'Agadez, de la circonscription de Timia, de Maradi. Et il a même cité un cas que la commission elle-même a reconnu, notamment des bulletins, c'est-à-dire de faux bulletins qui ont été introduits. La commission a parlé du chiffre de 1000 bulletins. Donc, ce n'est pas non plus, j'allais dire, un rejet des résultats ex nihilo. Il se base sur des choses précises. Oui, mais il se base sur des choses précises, mais il reste encore à nous poser la question de savoir si ce sur quoi il se base peut fonder quand même un rejet des résultats tels qu'ils ont été proclamés. Parce que généralement, il vaudrait mieux, je crois, accepter les choses de cette façon pour ne pas avoir à reprendre cette élection-là. Parce que quand lui-même, il gagne, il dit qu'il gagne il a gagné avec 50,3. Ça suppose que il prête 49,7. Donc la différence est très ténue, ce qui voudra bien dire que si jamais on va à ce schéma-là, les uns vont demander peut-être à recompter, etc. Parce que chaque fois que la différence est si ténue, je crois que ça décrédibilise. Enfin, si c'est dans les pays africains, ce n'est jamais arrivé de cette façon que quelqu'un ait remporté les élections avec un score si juste. Donc, mais la question que nous posons par ailleurs est de savoir si la fraude qu'il y a eu est de nature à compromettre l'ensemble des résultats. C'est la question qu'on se pose. Quand vous approchez un peu les trucs... Je disais hier à quelqu'un qui disait ça, que vous parlez comme un observateur. Oui, mais parce qu'il y a, par exemple... Mais peut-être que là, nous parlons... parce que nous avons évoqué la même chose en ce qui concerne l'élection qui a lieu, par exemple, en Centrafrique. Parce que le contexte même de la tenue de l'élection est tel que quand on constate ces genres de dérapage, qui, je peux dire,
sont des dérapages contrôlés, en ce sens que ce n'est pas une fraude à grande échelle. On parle de certaines communes. On parle de 1000 bulletins. De 1000 bulletins, 7 millions. Je crois que s'il y a même fraude, il n'y a pas d'élection sans fraude. Hein, ça, il faut qu'on se le dise. Même maintenant que si la fraude est apparemment limitée, il faut que celui qui est vaincu, on ne peut pas l'appeler vaincu parce qu'il a fait un essai, ce n'est pas un échec. Et puis là, nous pouvons peut-être nous reporter sur l'expérience de ceux qui sont allés, par exemple. Credo, j'estime que Credo a été observateur, hein, et peut-être qu'il faut qu'il nous dise, parce que lui, il a fait quand même le voyage du Niger, si je me trompe. Voilà. Mais peut-être que les gens qui ont vécu l'expérience, peut-être qu'il est revenu avec des reportages, il est revenu avec des constats, peut-être à lui de dire... Ben, il dira que non, il dira que c'est pas pour ça qu'il nous dise quand même. On a vu quand même l'écart, on le disait au premier tour, c'était 22 points entre les deux. Au second tour, l'écart s'est vraiment réduit, 55-75, 44-25. Il y a 500 000 voix d'écart entre les deux, 500 000 voix quand même. C'est beaucoup, mais en même temps c'est petit. Est-ce que vous pensez que ça a été une élection plutôt bien organisée, qu'on ne peut pas objectivement parler de fraude massive? Oui, non, mais je voudrais faire une précision. J'étais au Niger pour le premier tour. Au second tour, je n'y étais pas. D'accord. Donc là, je ferai mes analyses par rapport sur deux volets. C'est-à-dire sur les bulletins de vote falsifiés, qui ont les 1000 bulletins. Et je parlerai également de ce que j'ai vu au premier tour, le travail de leur commission nationale électorale. Un travail qui m'a vraiment impressionné parce que toutes les composantes politiques étaient là, tous les partis engagés dans la course étaient là et les délibérations étaient faites et on pouvait également, le public pouvait rester dans la salle pour voir comment on transmettait les résultats, comment on vérifiait, comment on confrontait même les chiffres et tous les paliers qui ont été mis en place avant même qu'on ne procède à la publication des résultats bureau et puis région par région. Donc à propos des 1000 bulletins de vote, donc il faut dire, donc c'est avant les élections et la CENI n'a pas nié cela parce que la CENI aussi, à travers ces structures, ont eu vent de ces 1000 bulletins qui étaient préfabriqués. Maintenant, les 1000 bulletins étaient préfabriqués à l'avantage de quel candidat, donc on ne saurait le dire parce qu'il n'y a pas eu de communication. Et ça serait vraiment absurde de dire que c'est au profit de tel ou bien de tel autre candidat. Donc là, il faut saluer beaucoup plus la vigilance des acteurs ou bien des responsables de ces élections qui ont vite décelé cela. Parce que si on parle, si on parle de la population de la population électorale, 1000 bulletins, donc ça ne peut rien faire en termes de différence, donc pour parler de fraude massive. Maintenant, je voudrais... Le cas des 1000 bulletins, ce n'est pas que ça qu'il cite, hein. Il cite beaucoup d'autres cas, dont le cas des bulletins, des faux bulletins. C'est la CENI qui a dit qu'il y a eu 1000 faux bulletins, mais lui n'a pas avancé le chiffre. Donc, naturellement, il donnerait des chiffres beaucoup plus élevés que les 1000. Oui, sauf qu'il n'a pas donné un chiffre exact aussi. Parce il n'a pas contredit non plus les chiffres qui sont donnés. Il n'a pas contredit non plus les chiffres de la CENI. Mais la CENI avait tous les moyens d'avoir une idée mathématique sur les bulletins de vote. Et la CENI a communiqué sur les 1000. Donc, nous nous en tenons à ces 1000. Et bien, toujours est-il qu'il y avait eu des bulletins préfabriqués qui n'ont pas pu rentrer dans le circuit électoral. Maintenant, pour ce que nous avons observé lors du premier tour, c'est que tout d'abord, la CENI était délocalisée au siège de leur palais des congrès. Et tous les agents, la même chose au second tour, tous les agents électoraux étaient là, les représentants des partis étaient là. Et il y avait même des combinés téléphoniques, c'est-à-dire les informations arrivaient, les résultats arrivaient, mais ça n'allait pas directement aux membres de la CENI parce qu'il y avait des cellules de vérification. Et les postes téléphoniques étaient mis même à leur disposition. Chaque
acteur, chaque agent avait au moins un téléphone. Et ils étaient distingués même, donc ils pouvaient vérifier les informations qui tombaient tout en appelant les CELI, les démembrements de la CENI. Et lorsqu'ils finissent de faire toutes les vérifications, ça passait encore au niveau d'une cellule. Et la cellule, là-bas, l'autre cellule ou bien la sous-commission était également plurielle. Donc, tous les acteurs impliqués dans le processus étaient là. Tout le monde vérifiait. Et c'est en ce moment-là qu'on envoyait au président de la CENI. Et ça passait même pas les rapporteurs, qu'on envoyait tout. Et devant tout le monde, donc on publiait les résultats. Donc il me serait difficile de me prononcer sur d'éventuelles fraudes ou bien de traficotage de résultats à un certain niveau. Mais lorsque vous considérez le paysage sociopolitique nigérien, donc la victoire de M. Bazoum ne devrait pas surprendre. Anani a déjà parlé de l'arithmétique, de la mathématique, le report de voix. Et lorsque vous allez, ou bien lorsque nous considérons même les résultats du premier tour, Ama Amadou, qu'on nous a vanté que c'est un harangueur de foule, lorsque Ama Amadou, au premier tour, avant le vote, et je crois que c'était la veille du vote, tout le peuple nigérien, ou bien les accros de l'opposition avaient attendu, disons, les consignes de Ama Amadou. Et quand Ama Amadou a donné les consignes pour qu'on vote Mahaman Ousmane, les gens pensaient que les dés étaient déjà pipés. Mais lorsque on a commencé par avoir les informations au niveau de la CENI, mais les gens ils se sont dit, certes, il a appelé, mais sa voix n'a pas si porté comme ça parce que il faudrait également considérer est-ce que les gens ont suivi les consignes et autres là. Donc là, Innocent a très bien fait d'insister. Le troisième et le quatrième, ce sont des poids lourds également. Et le fait d'avoir appelé 8% et 7%, donc ça fait déjà 15. Si on ajoute les 15 au 39, donc nous sommes logiquement dans les 55. Donc c'est un peu le résultat. Oui. Donc c'est quand même un peu trop juste, hein? C'est trop. Non, c'est trop juste parce que Mahaman Ousmane aussi. Avant de quitter le sujet, aujourd'hui, Mahaman Ousmane revendique la victoire. On connaît des opposants qui revendiquent des victoires sur le continent. Martin Fayoulou, c'est le Dalen Diallo, Jean Ping, Agbeome Kodjo. Il va rejoindre le lot? Mais certainement, parce que contestataire. Peut-être comme les Burkinabés, ils ont tempêté au départ et puis après, tout le monde a. Peut-être que oui, mais bon, quand vous avez cité des losers comme c'est un loser qui ont trouvé quelqu'un qui a été renvoyé de la République en marche, Nadeau, qui a été Sébastien Nadeau, quelqu'un qui a été élu dans une petite commune, dans une région, la Garonne, dans la Haute-Garonne, 10e, avec 122 000 habitants, quand il va se joindre à ce groupe, ça ne m'étonnerait pas. Moi, ce que je veux dire au-delà de tout ça, c'est le fait qu'en Afrique, lorsqu'on est opposant, on refuse toujours d'accepter sa défaite. C'est ça le drame sur notre continent. Alors qu'il y a beaucoup de facteurs qui prouvent quand même qu'on n'a pas gagné. On le sait qu'on n'a pas gagné. Pourquoi ne pas faire comme Zéphirin Diabré, par exemple, ou bien comme celui qui est arrivé deuxième du CDP au Burkina, Komboigo, qui ont de manière démocratique accepté leur défaite au profit du président sortant. Pourquoi forcément en Afrique il faudra que l'on refuse? Je ne dis pas non qu'il n'y a pas de farce électorale sur notre continent. Non, je ne dis pas ça, il y en a. Mais lorsque l'on voit de manière logique qu'on n'a pas gagné, il faudra quand même qu'on dise qu'on n'a pas gagné. Chez nous, par exemple, jusqu'à présent, on n'a pas vu un seul procès verbal brandi par le vainqueur virtuel, Agbeome Kodjo. Donc, il faudra qu'on arrête ce scénario-là, parce que ça nous fout la honte sur le continent. Franchement, ça nous fout la honte. On va passer à la grande pause. Non, mais... OK. 10 secondes.
Non, mais c'est pour abonder dans le même sens que Innocent, pour dire l'expérience ou bien l'exemple burkinabé doit beaucoup plus instruire nos opposants africains, parce que nous y étions en novembre dernier, nous y étions. Il fallait y être pour voir comment Zéphirin Diabré avait bouillonné, avait tempêté, mais quand les résultats étaient sortis à un certain moment, lui-même, il était conscient que non, qu'il ne faisait pas l'affaire. Et il a pris une grande responsabilité en reconnaissant. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne combat pas ou bien qui ne ternit pas l'image de son pays. Il a un portefeuille d'État et il joue bien sa partition. À la pause, la grande pause, et on revient après le journal.